Est-ce qu'on m'entend maintenant? Oui. OK. On m'entend mieux? On m'entend très bien? 1, 2, 1, 2, check, check. OK, il est 19h. L'Assemblée municipale de Saint-Colomban. Nous sommes le 8 octobre, 19h. Donc, nous sommes complets ce soir. Permettez-moi de souhaiter officiellement la bienvenue à M. Guillaume Lorrain-Taillefer. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci. Donc, notre nouveau greffier, pour ceux qui ont la mémoire longue, Guillaume a été stagiaire au greffe entre les années 2015 et 2016. 2013-2014. 2013-2014? Ouais, c'est ça. Donc, j'espère que vous avez une meilleure mémoire que moi. Donc, moi, je l'ai croisé comme conseiller municipal. Pas qu'il ait eu l'opportunité de le garder. Ça n'avait pas été le choix du conseil municipal. Donc, M. Lorrain-Taillefer nous avait quittés pour Prévost, où il a une bonne expérience. Donc, nous étions formés, on est allé le rechercher. Non, vous comprenez que c'est un jeu de... Grâce à la nomination et au changement à la direction générale, le greffe s'est libéré. Et je pense qu'il y avait une complicité naturelle entre la directrice générale et notre nouveau greffier, si bien que la tentation a été très grande de les réunir. Donc, ça me permet de déclarer la séance ouverte. Donc, si vous ne l'avez pas vu, outils, je vous invite à avoir débat candidat au niveau de l'élection fédérale. Lui. Okay. Puis on ferme lui. Là, est-ce que... Essayer les deux. On va essayer de voir. Je vais essayer les deux en espérant que ça ne fasse pas de feedback. C'est mieux, là? Oui, OK. Donc, je disais qu'il y aura un débat que j'aurai le plaisir d'animer, comme j'avais fait au niveau de l'élection provinciale. Donc, ça aura lieu le 17 octobre prochain. Nous avons eu confirmation de tous les candidats principaux. Donc, Parti libéral, Parti conservateur, NPD, Bloc et Parti populaire. Donc, ça va avoir lieu au centre... ça va avoir lieu au centre récréatif et communautaire jeudi prochain. Ça va être bien sûr web diffusé. On trouve que c'est une belle opportunité à donner aux différents candidats afin de se faire connaître. C'est pas évident de faire du porte-à-porte à Saint-Colomban, là. Les gens travaillent beaucoup, il y a beaucoup de taux d'absence, les entrées sont longues. Donc, on veut donner les moyens à ces candidats de se faire entendre et de se présenter. Et pour nous aussi, c'est un grand avantage puisqu'on va essayer d'en savoir plus sur les intentions des différents candidats et des différents partis au niveau de leur politique qui s'appliquerait au territoire de Saint-Colomban. Ça, c'était la première annonce. La deuxième annonce pour... La population n'est pas invitée, hein? Je ne crois pas. On n'a pas déterminé encore et on me fait signe que oui, maintenant, la population est invitée. Ça a été une des raisons du choix de changement de lieu parce que normalement, on aurait pu la faire à l'Assemblée, dans la salle d'Assemblée. Puis avec la disposition technique, il y avait seulement assez de place pour les équipes des candidats. Donc, en décidant de changer au centre communautaire, ça vient avec la possibilité d'inviter la population. Donc, vous êtes maintenant, grâce à Maxime qui m'informe en temps réel, que vous êtes invité jeudi prochain. L'autre annonce, pour ceux qui les ont vus, empruntés ou aperçus, nous avons réalisé nos presque premières bosses de ralentissement permanentes. Je dis presque parce qu'il y en avait deux depuis longtemps sur la rue des Patriotes. Donc, nous les avons réalisés au nombre de 5. Je crois que c'est depuis mercredi dernier, sur Grand Pic. Jacques Desjardins, M. Bérubé, est-ce que vous confirmez que c'est là? C'est parfait.
Sarcelles et Pérideau. Donc, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont écrit, car je pense que c'est beaucoup, beaucoup apprécié sur le territoire. On ne vous cachera pas qu'on le sait qu'il y a des problèmes de vitesse dans les quartiers résidentiels. Ça fait partie des mesures que l'on veut prendre. Et il va y avoir des excellentes discussions dans le cadre de la planification du prochain budget pour savoir quelle portion budgétaire on va accorder pour en réaliser davantage sur le territoire. Je vous annonce aussi, à ma grande surprise, quand je suis rentré du bureau cet après-midi, car j'étais en cours ce matin pour un vieux dossier 2013, que je suis convoqué à une rencontre spéciale de la commission scolaire Rivière-du-Nord dans les prochains jours, en compagnie du maire de Mirabel. Donc, je n'ai pas les détails, mais ça peut sentir, il peut avoir une certaine odeur agréable quant au dossier de peut-être l'école secondaire. Je vous informe de ça et je vous tiendrai informé des tenants et aboutissants. Maintenant, je veux aussi vous rappeler que notre écocentre fonctionne à horaire régulier jusqu'au 3 novembre prochain, pardonnez-moi, et nous avons pris aussi une décision d'offrir des périodes d'ouverture ou de disponibilité de l'écocentre en période hivernale. Donc, ça va être ouvert à partir du 9 novembre jusqu'au 11 avril, les 2e et 4e samedis de chaque mois, entre 10h et 16h, afin de vous permettre de vous débarrasser de certaines matières qui, sinon, congestionneraient soit le garage, le cabanon ou les différents bacs qui sont mis à votre disposition. Je m'arrête là. Je prends pour acquis que quelqu'un va parler du sentier hanté tout à l'heure. Donc, je l'avais noté, mais je vais vous le laisser. On va adopter tout de suite l'ordre du jour tel que présenté, donc pas d'ajout ni de retrait ce soir, en 1.2. Considérant que vous en avez pris connaissance, j'aurais besoin de quelqu'un qui proposerait son adoption. Daniel Doré, je propose. Stéphane Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.1 en suivi. J'avais peut-être un petit suivi à faire qui vous concerne, M. Bélanger. J'ai fait mes devoirs et je vais vous faire un petit calendrier. Donc, en août, vous nous avez partagé une réflexion. En septembre, vous nous avez partagé une question. Puis en octobre, je vous donne une réponse. Donc, on a fait du colmatage de brèches là, sur Montée Saint-Nicolas. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de le voir. Là. On a donné quand même un contrat important pour colmater les brèches sur Montée Saint-Nicolas. Et on a demandé une évaluation de l'état de la section dont vous faites référence. Il se retrouve qu'on est en analyse si on refait un resurfaçage. On a demandé un sommaire décisionnel au niveau du directeur du service des travaux publics en fonction des coûts que ça pourrait représenter. Il nous reste un peu de marge dans le règlement d'emprunt. Ça va être à la disposition du conseil de décider si on y apporte les sommes nécessaires ou si on n'attend pas pour faire des interventions un petit peu plus structurées qu'un seul resurfaçage. Donc, on s'attend à avoir la réponse, étant donné que on estimerait, si on faisait un resurfaçage, fort probablement à des montants de plus de 100 000 $, ça nous amène à faire un appel d'offres public. Donc, si on va en appel d'offres public, on a un certain délai, puis ces délais-là ne seraient pas répondus avant l'arrivée de l'hiver. Donc, pour nous, on ne traitera pas ça de manière urgente, parce que si on a à faire des travaux, c'est au printemps. Donc, on peut prendre l'automne et l'hiver pour faire les démarches pour arriver à prendre une décision sur ce qu'on fait au niveau de l'état de la section, là, je vous dirais, entre la rue de l'Ambre et la rue La Montagne. Après. Donc, c'était pas mal le seul suivi. Là. Les autres questions avaient été répondues en séance tenante. Ça nous amène en 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. Là, dans mes notes, j'avais Mme Wilson, Mme Lapointe, et je ne sais pas si... donc, j'ai 2 interventions, District 2, District 3. À vous, s'il vous plaît. Merci, M. Lalande, de me laisser parler du sentier hanté qui, pour une 2e année, nous revient derrière l'école Lorée-des-Bois, donc située sur la rue Saint-Nicolas. Donc, on vous invite à 2 moments précis. Donc, le premier moment qui est plutôt pour une expérience familiale, entre 17h et 19h avec vos jeunes enfants.
pour ceux qui voudraient le faire. Je l'ai fait l'an passé avec mes 2 jeunes enfants. C'était merveilleux. Puis pour ceux qui ont plus le goût d'une petite frayeur, vous pouvez aller vers 19h à 21h. Sur place, chocolat chaud, café, bonbons. Je vous rappelle, la date, c'est le 26 octobre, donc le samedi précédent l'Halloween. Donc pas la journée même, le samedi, à l'arrière de l'école Laurier-des-Bois, au 360 Côte-Saint-Nicolas. S'il y a des gens qui désirent encore être bénévoles, soit pour participer au sentier hanté ou soit pour encadrer les gens au même moment, vous pouvez contacter le service des loisirs. Vous pouvez le faire via courriel, donc à loisirs avec un S à commercial saintcolomban.qc.ca. Et les gens vont être très heureux de vous accueillir dans leur équipe pour pouvoir faire des petites ou des grandes frayeurs aux gens. Merci. Bonsoir. Alors, 2 petits points dans mon cas. Le premier, c'est pour vous annoncer qu'on a développé une bonne offre au niveau des 0-5 ans. Il y a beaucoup d'activités qui ont lieu au centre récréatif. Et à notre pas notre grande surprise, à notre grand bonheur, plutôt, je devrais dire, les activités sont toutes complètes, sauf les déjeuners causeries, en fait, que je voulais promouvoir ici. C'est un moment de pause, de plaisir en toute simplicité avec des parents qui vivent un peu la même réalité ayant des jeunes enfants. C'est animé par le Centre Marie-Ève. Le déjeuner est fourni sur place. Et puis, c'est pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans, les vendredis matins de 9 à 11 heures. C'est une fois par mois. Celui du 27 septembre a déjà lieu. Il reste le 25 octobre, 15 novembre et le 6 décembre. Et puis, ça se fait à la bibliothèque. Alors, dans le Colombanois, vous pouvez fouiner pour aller trouver où aller vous inscrire là, au niveau pour les activités. Et l'autre chose, je voulais aussi faire un petit mot pour la VESCO, qui est la vitrine entrepreneur de Saint-Colomban, parce qu'on a beaucoup ici de jeunes et moins jeunes travailleurs autonomes. C'est une belle place pour aller échanger. Puis, il y a plein d'activités aussi qui est faite via la Chambre de commerce de Saint-Colomban. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez voir via le site de la Chambre de commerce de Saint-Jérôme. Vous allez trouver la VESCO pour Saint-Colomban. Alors, bonne soirée. Merci beaucoup. Oh, Madame Mercier, absolument. Oui, bonsoir à tous. Donc, c'est pour vous dire que pour les activités 50 ans et plus, il y a eu une très belle réponse. Donc, on est bien fiers de voir que toutes nos activités sont bien remplies. Surtout qu'il y avait un beau rabais pour 165 $. Il y avait un accès illimité à tous les cours 50 ans et plus. Donc, on parle, je crois, d'une bonne dizaine de cours. Donc, on est bien content de cette belle participation. Merci à tous. Et finalement, Madame Derèche qui voulait souligner la présence de certaines personnes. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir tout le monde ici dans la salle. En fait, comme vous avez pu le voir, il y a eu un changement de fauteuil, de siège ce soir. Et c'est de Madame Maître Parent et de Monsieur Panton. C'est la première séance de conseil en tant que directrice de la ville. Puis en même temps, je vous souhaite bienvenue puis bonne première. Merci à tous. Merci. Donc, ça nous amène à 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, cette période de questions vous est fournie, permise. Donc, ça vous permet de faire des interventions avant la tenue du vote du conseil municipal. Donc, si vous êtes intéressé à faire valoir un point qui concerne l'ordre du jour afin de faire une intervention avant la tenue du vote, c'est le temps de le faire. Bonjour, je m'appelle Patrick Van Damme et j'espère être un futur riverain de la rue Boutin, à côté du lac Noël. Donc en fait, j'ai commencé des discussions avec le service d'urbanisme pour acheter un... Monsieur Van Damme, juste, est-ce que ça est relatif à un point à l'ordre du jour? Parce que nous avons aussi une... C'est le point 3.5. 3.5... C'est refus de la demande d'acquisition d'une partie du lot, et ce lot-là est... OK, excellent. Je vous laisse aller. Et en fait, j'aimerais que vous postposiez
toute décision, parce que je vais rencontrer M. Lirec pour la première fois seulement demain. Il a été très occupé, donc en fait, je ne sais pas comment ça se fait, ça c'est déjà arrivé jusque vous. Et donc, si vous pouviez prendre aucune décision, ni accepter ni refuser ça d'un mois. En fait, si je peux me permettre, M. Van Damme, laissez-moi juste trouver le point. C'est 3.6 ou 3.5? 3.5. OK. On a une nouvelle procédure que nous avons mise en place à la Ville de Saint-Colomban. Quand nous recevons une demande faite par n'importe qui là, qui concerne l'acquisition d'un lot, donc la décision du conseil municipal est de déterminer si ce lot-là doit être vendu. Nous ne faisons plus de vente à un particulier qui viendrait solliciter l'achat d'un terrain qui est la propriété de la Ville. Donc, la décision du conseil, c'est de dire, est-ce qu'on est intéressé à vendre ce terrain-là? Si la réponse est oui, nous l'envoyons un peu dans un principe d'encan ou de soumission publique. Et la politique, c'est de dire, nous avons un terrain à vendre, donc qui veut soumettre un prix le fait, puis la Ville, dans le fond, accepte la plus haute offre. Okay. Donc, étant donné que le dossier est apparu finalement à l'ordre du jour du comité consultatif d'urbanisme, la réflexion a été de dire est-ce qu'il y a un intérêt pour la Ville de Saint-Colomban à vendre ce terrain-là. Le comité consultatif d'urbanisme y est allé d'une recommandation et c'est soumis à un vote. Ce n'est pas parce que nous votons un refus ce soir que ça annule le dossier ou ça tue finalement la possibilité de vente. Vous êtes toujours... la possibilité de faire valoir vos points est toujours possible au service d'urbanisme. Ça ne clôture pas une discussion? Non, absolument pas. Si les arguments sont bons, puis ils arrivent à convaincre d'abord le comité consultatif d'urbanisme et ensuite le conseil municipal, ça n'empêche pas de faire progresser votre dossier si vous avez un intérêt. Et puis l'orientation que vous devriez prendre, c'est surtout de faire valoir en quoi ce serait bénéfique à la Ville de Saint-Colomban de vendre ce terrain-là. Parce que ce n'est pas garanti que c'est vous qui l'auriez. Ça, c'est important de le comprendre. Oui, mais OK. Mais j'ai déjà discuté avec l'autre... Enfin bon, OK. C'est bon. C'est bon? Merci. Oui, ça ne change rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, bien sûr, monsieur. Bonsoir. Est-ce que c'est relatif au point de l'ordre du jour? Oui, bien sûr, sinon je ne serais pas là. Excellent. Je suis gros, mais pas épais quand même, non? Non, mais... c'est OK, non, c'est bien, c'est bien. C'est simplement parce qu'il y a une période de questions à la fin. Bien sûr, je sais que le temps, c'est de l'argent et on est tous là pour faire le plus tôt possible. Et donc, je ne serais pas là, ce ne serait pas à l'ordre du jour, comme vous dites. Excellent. Mon nom, c'est... Oui. À quel point vous voulez faire référence? 3.4, ma mémoire est bonne. Excellent, merci. Okay. Je vous laisse aller. Mon nom, c'est Eduardo. Mon épouse s'appelle Carole. Nous sommes le heureux propriétaire d'un terrain sur la rue Montcalm. Donc, on a fait une interrogation mineure parce que le terrain, c'est un peu bizarre pour construire. Et selon, on a reçu une réponse, je ne sais pas de qui, ça doit être de vous sûrement, qui m'ont été refusés parce que le terrain est assez profond. Parce que selon le plan, la maison il serait 15 pieds trop en avant, autrement dit, pas conforme à la loi. Donc, j'ai tout fait pour reculer cette maison-là. C'est pratiquement impossible parce que, en rentrant le terrain, comme vous savez, à Saint-Colomban, il y a beaucoup de rocs. Il y a un type de montagne et que si je dois reculer la maison, je dois faire un mur frostbite. Vous savez c'est quoi ça veut dire ça? Ça veut dire un mur frostbite, c'est 4 pieds en dessous de l'azoulé. Donc, en partant, je dois faire un mur de 8 pieds pour soutenir la maison, parce qu'il y a une dalle sur sol, il y a une dalle normale, parce que nous sommes quand même, mon épouse ne peut pas marcher beaucoup, moi je suis au poignet du cœur, donc on ne fera pas de sous-sol. C'est une maison quand même assez grande, 46, donc la maison il serait 15 pieds trop en avant. Alors, si je fais un mur frostbite, je suis obligé d'aller à 4 pieds plus bas que le roc. Donc, j'aurai un mur de 12 pieds d'auteur pour soutenir la maison. C'est pratiquement impossible parce qu'en faisant ce mur-là, il y a une dalle sur sol, il travaille différemment. Un dalle sur sol et un dalle normal, il travaille totalement différent. Parce qu'un dalle sur sol, c'est comme un garage. Il travaille de cette façon-là. Il y a un dalle
putain, j'ai oublié le nom, m'excuse mon français, elle y travaille différemment. Donc, il y a beaucoup de risques que la dalle se casse. Donc, moi, je connais je suis un bâtisseur, j'ai bâti la moitié de Montréal. C'est un exagération, j'ai bâti des casinos, le Saint-Molson, j'ai fait 44 étages. Je sais de quoi je parle. Donc, j'ai tout fait pour qu'on puisse bâtir cette façon-là. J'ai dit, je garde tous les arbres en avant. Je ne vois pas pour quelle raison je dois reculer 15 pieds en arrière pour les voisins. Je vois les voisins, c'est des maisons, on ne se voit pas. Je ne vois pas pour quelle raison c'était refusé. Et une autre chose aussi, qu'à ce que me déçoit, j'ai un terrain, je pense, de 32 000 pieds carrés. Ma mémoire est bonne. Cette loi-là est impossible. Si ce serait un terrain plus grand, on n'aurait pas ce problème-là. Donc, autrement dit, je suis puni parce que j'ai un petit terrain et si j'aurais un terrain avec 44 000 mémoires et bonne, on ne serait pas là. Je serais accepté automatiquement. La seule chose que j'aimerais que les personnes, ceux qui sont responsables d'accepter ou refuser une interrogation mineure, qui se rendent au terrain, ils vont s'apercevoir qu'est-ce que j'ai dit, c'est ça qui est la réalité. C'est pratiquement impossible de bâtir cette maison selon votre condition. Et je pense en bâtissant cette maison comme je veux, je nuis personne. Et croyez-moi, cette rue-là, en bâtissant cette maison, ça va vous apporter le bénéfice parce que ce sera une belle maison. Et surtout, si je déménage à Saint-Colomban, vous allez être heureux parce que je suis un bon citoyen et j'ai de bons enfants, on est de bons civilisés. Donc je vous demande, s'il vous plaît, avant de refuser quoi que ce soit, ayez la bonté d'aller voir le terrain et juger oui ou non c'est possible. Si vous allez voir, si vous me dites non, on ne le veut pas, ok, je respecte votre règlement. Mais s'il vous plaît, allez-y voir le terrain avant de vouloir couper le pomme en deux. Là. C'est très important que vous allez voir. Je serai prêt à aller avec vous, vous expliquer tout ça. Comprenez-vous? C'est ça mon point de vue. Oui. Je peux-tu répondre? Oui. Monsieur Eduardo, évidemment, on se déplace. On se déplace à l'occasion. On n'a pas été chez vous, là, mais on se déplace à l'occasion pour aller voir de quoi qu'on parle. Dans votre cas ici, y avait-il moyen de modifier l'implantation du bâtiment? Autrement dit, vous, votre garage était à gauche, complètement à gauche. Oui, en rentrant, c'est à gauche, oui. Nous, on avait regardé le plan et on n'avait pas décidé, mais on avait dit comme suggestion probablement que si le citoyen mettait son garage à droite, ça ne vous créait pas de préjudice en tant que tel. Vous savez, quand c'est encore sur plan, on peut encore construire et bâtir. Oui. Hein, tout est faisable, là. Puis c'est là-dessus qu'on était avenu. Non, c'est parce que je vais traduire. Je vais juste vous expliquer quelque chose. Non. J'étais à répondre ça, madame. Mon beau-père avait 4 filles. Bon. Donc, mon épouse. Donc, quand on commençait à sortir avec mon épouse, mon père a dit non, il y en a 3 autres, choisis non, mais c'est ça que j'ai vu. Mais c'est comme. Vous me dites de changer les garages de côté. C'est cette type de plan qui va là. Ma question est, quel préjugé on fait si on a le garage à gauche par rapport à droite? Dans le fond, vous voulez l'avoir à 12,99 mètres du bord de la rue. En changeant le garage de place, vous n'allez pas contre le règlement qui est le règlement 134. Fait que c'est un petit peu ça qu'on veut avoir. Mais sauf que le puits, la fosse septique est déjà à droite. Donc, il n'y avait pas cette mention-là de la fosse septique qui était à droite. Il y avait une sorte de petit fossé qui avait à droite, mais ça ne changeait pas rien grand-chose au niveau de l'implantation de la maison si vous changez le garage de place. La fosse septique de la maison est à droite. Elle est déjà bâtie? Non, mais... OK, dans les plans. Oui, mais écoutez, quand même, j'ai déjà payé 1 300 $ pour ça. C'est pas ça le problème. Et c'est que ça change tout le look de la maison. Oui, c'est certain. C'est certain que ça change tout le look. On comprend ça très bien.
Ben c'est ça. Puis en même temps, par rapport au soleil, hein, on avait pensé de cette façon-là, c'est que le côté sud va vous apporter plus de chaleur au niveau de la maison. Fait que ça, si vous changez votre garage de place, vous allez avoir plus de fenestration au niveau de votre maison. Il y avait ça aussi qui était un point qu'on avait apporté à la table. Oui, mais le soleil, ben, c'est comme... Mais oui, c'est une bonne question environnementale parce que votre maison, vous allez l'habiter pendant plusieurs années, mais un jour, vous la vendrez. Quelqu'un d'autre l'habitera et cette maison-là sera toujours sur le territoire de la ville de Saint-Colomban. Cette maison-là va consommer de l'énergie, heureusement propre au Québec avec l'hydroélectricité, mais ultimement, vous aurez peut-être des chauffages d'appoint, que ce soit au bois, au propane ou autre chose, mais votre bâtiment va avoir une cotation, dans le fond, comme tous les bâtiments énergétiques. Si vous mettez votre garage au sud, vous allez vous priver de beaucoup d'ensoleillement naturel sur votre maison. Si vous le mettez au nord, il n'y a pas beaucoup de soleil du côté nord, évidemment, ici au Québec, on n'est pas en Australie. Donc, vous auriez des belles économies sur votre chauffage durant toute la durée de vie du bâtiment, qui peut être de 100 ou 200 ans. C'est une décision qui peut être bien pour vous au niveau économique, au niveau aussi également de vos coûts. Tout ça, là, c'est très bien pour l'environnement. Donc, vous me dites que c'est une économie. Si j'échange. Oui, je comprends le 1 000 de rechanger vos plans. Non, mais c'est qu'il faut refaire aussi tous les plans, il faut refaire la fosse septique, il faut refaire tous les frais qu'on a déjà fait parce que vous nous avez demandé d'avoir la fosse septique, d'avoir tous les plans qu'on a tous faits, on vous a tous proposés. Alors, il faut refaire tous ces frais-là juste parce qu'on veut changer, puis on ne sera pas contre les règlements. Ce n'est pas, évidemment, là, on n'est pas ici au Conseil consultatif en urbanisme pour vous dire de placer votre garage où vous voulez. Si jamais vous le voulez à gauche, il n'y a personne qui va vous interdire ça. On faisait juste vous conseiller sur des bonnes pratiques environnementales à faire sur votre maison. Mais le fait étant aussi que vous avez un petit ruisseau ou un cours d'eau qui semble apparaître sur le plan, on s'était dit qu'en tassant le garage de l'autre côté, ça vous donnerait plus de cours. On ne savait pas pourquoi, la raison, dans le fond, je vais toujours vous poser un pourquoi. Pourquoi vous voulez votre maison en avant? Là, ce soir, moi, j'ai eu un élément de réponse avec la dalle, la roche, le mur frostpit. Vous savez, le terrain, il y a une pente en arrière. On a comme 10 pieds, ça descend, puis après ça, on a le terrain. Alors, si on le met de 15 pieds... En arrière, vous n'auriez plus de cours. Pas de cours du tout. Bien, on aurait la maison qui serait 15 pieds flottants. Il faudrait faire, comme il dit, un frostpit ou peu importe ce qu'il dit. Fait que la maison serait moitié sur le roc, moitié dans les airs. Bien, pas moitié, mais 15 pieds dans les airs. À cause de la technicalité du terrain. À cause du terrain, parce que le terrain est une grosse roche, une montagne, puis après ça, il descend comme de 10 pieds. C'est un petit peu pour ça qu'on voulait l'avoir plus en Cette information-là, on ne l'avait pas. Par rapport au roc, on ne l'avait pas, cette information-là. Non, mais là, vous nous l'annoncez. Là. Si quelqu'un vous y allez voir, il y a cette oui, tout à fait, vous avez raison. C'est la seule raison pour laquelle on la met sur le roc, sinon elle serait moitié dans les airs, moitié, et ça fait en sorte que la maison travaille. Est-ce que si je peux me permettre, quand on fait une présentation de dérogation mineure, là, j'imagine que c'est la première fois que vous faites ça. Oui, bien sûr. C'est toujours très, très utile de prendre le temps d'expliquer les raisons qui vous amènent à faire une dérogation mineure. C'est pour ça que je suis venue. Mais même dans l'étude du dossier que l'on a, il y a un échange courriel, il y a des échanges photos, il y a le plan. Comme M. Beauséjour a dit, dans le plan, nous, on ne voit pas la fosse septique. Fait que, le fait que le CCU n'ait pas cette information-là, ils ne peuvent pas déterminer à quel préjudice vous vous exposez s'il y a des changements. L'autre chose, oui, c'est bien de se déplacer, mais même des fois, si on se déplaçait, ça ne veut pas dire qu'on va trouver le roc parce qu'il peut être enfoui à un pied dans le sol. Dans un cas comme ça, tant mieux dans un cas comme ça, là. Mais quand vous déposez votre demande d'expliquer, afin d'outiller les membres du comité consultatif d'urbanisme, parce qu'il y a 2 élus et 4 citoyens, s'ils ont à prendre simplement la décision sur des photos, c'est sûr que moins le dossier est détaillé, étoffé, plus vous vous exposez à un risque de ne pas avoir la réponse envers laquelle vous vous attendez. Juste pour ajouter à ce que vous dites, on a apporté tous les documents nécessaires à monsieur... À l'urbanisme. Marasco, lui était au courant de tous nos papiers, alors nous, on a cru que les papiers suivaient le plan, ils suivaient... Puis est-ce que ça a été mentionné, la présence de roc? Oui, j'ai écrit une lettre à vous, par son unité, pour la raison pour laquelle il serait installé là. Selon le... Est-ce que quelqu'un du département de l'urbanisme est allé sur votre terrain le voir en même temps que vous? Non, vous pas le en savez même temps pas? que nous. C'est pour ça que... Est-ce que vous savez si quelqu'un est allé le voir tout simplement? On ne le sait pas.
Les gens d'urbanisme sont allés voir votre terrain? Je ne sais pas. Ça, on ne peut pas le Vous savez savoir. pas. On Vous est savez pas pas. là. Bon, on pourrait peut-être demander l'information à l'interne. là. Je serai prête, je suis en pension, je viendrai vous voir quand vous voulez, je vais encore, avec vous, pour aller voir ce terrain-là. Non, mais on ne vous demande pas d'aller vraiment. Là. Il est très Non, passionné, mais passionné, ça arrive. mais- Là. mais Sois le pas de gêne à terrain, demander ça. Quand on l'a acheté, nous non plus, on ne l'a pas vu. On s'était dit, on va le mettre plus loin. C'était mon rêve de l'avoir un petit peu plus loin. Mais on ne peut pas à cause du roc au début, puis le gros trou qu'il y a, parce que quand on l'a acheté, il était en hiver, puis il y avait de la neige déjà plein. Alors, ça a été une surprise pour nous aussi. Alors, c'est pour ça que notre maison, on la met plus en avant sur le roc. C'est le seul endroit qu'on peut le mettre. Sinon, il faut le mettre complètement dans le fond. Il faut faire du remblai. Il sera toujours dans l'eau, parce qu'il y a 2 mètres de creux, donc toute seule. Vous allez voir. Ce qu'on peut faire, c'est de le reporter d'un On ne mois le et d'aller reportera voir. pas parce qu'on a adopté l'ordre du jour. Mais Ça ne me dérange pas de revenir. C'est pas mais grave. c'est ça, dans le fond, ma question, là, est-ce que vous attendez après ça pour construire ou c'est une construction prévue au printemps? C'était pour le printemps. Pour le printemps? On voulait commencer... Donc, s'il y a un refus ce soir et qu'il y a une deuxième analyse du dossier, est-ce que vous êtes prête à vivre avec ça? C'est un délai potentiel. On ne garantira pas qu'il y aura une acceptation. Il y a encore de l'argent. Non, on va discuter de ça. Là. On va discuter de ça. On va discuter de ça, mais de demander un retrait au point d'ordre du jour, on a déjà adopté. Je pense qu'il y a eu une sensibilité des membres du comité consultatif d'urbanisme à votre dossier. S'il y a refus, je ne crois pas qu'il y a un empêchement de réanalyser. On peut reporter la décision en vote, monsieur le greffier. C'est la première fois qu'on vit ça, personnellement. Le règlement de régie interne 6.4 dit qu'on peut modifier l'ordre du jour après qu'il soit adopté si tout le monde y consent. OK. Oui. Donc, est-ce que... Juste un instant. Est-ce que je termine la période de questions Je vous suggérerais, Monsieur le Président, que quand on va être rendu à ce point-là, que vous demandiez un vote. Le retrait à l'ordre du jour? Oui, à ce point-là, exactement. Ouais, OK. Surveillez-moi, ça se peut que je l'oublie. Moi, je l'oublierai pas. Je n'oublie pas, vous appelez Donc, je vais suggérer le retrait un petit peu plus tard dans l'ordre du jour. Vous serez disposé d'apprécier la décision du Conseil si c'est accepté ou pas. Dans l'éventualité où ce serait accepté, il va y avoir une réanalyse du dossier. Puis moi, ce que j'entends, c'est que vous pensiez commencer le projet de construction au printemps. Donc, si la décision nous amène en novembre, décembre, vous êtes prête à vivre avec ça? Excellent. Décembre, c'est pas grave. Jusque-là, Excellent. ça va. Merci. C'est bon? On va aller vite. Merci. Bienvenue dans le district 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions? 2.1.4, annulation de la séance extraordinaire du 8 octobre 2019 portant sur le programme triennal d'immobilisation 2020-2021 et 2022. Petite coquille dans mes papiers qui a peut-être été corrigée. Non, qui va être corrigée. Considérant l'avis de convocation signifié par le greffier de la Ville le 24 septembre dernier en vertu de l'article 323 de la Loi sur les cités et villes concernant l'adoption du PTI, considérant qu'en vertu de l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes, un avis public annonçant la tenue d'une séance adoptant le PTI doit être publié au moins 8 jours avant cette séance. Il a été publié dans le Journal Le Nord le 25 septembre dernier, mais il n'a pas été mis sur le site Internet de la Ville. Donc, dans nos règlements, il faut qu'il soit mis sur le site Internet de la Ville. Donc, ça nous oblige finalement à reporter l'Assemblée extraordinaire de l'adoption du PTI au mois de novembre. Ce n'est pas un gros problème parce que historiquement, on le faisait en décembre. Donc, on essaie toujours de le faire plus tôt parce que ça permet une meilleure planification des directions de service. Là, finalement, ça va être un mois plus tard que ce qu'on voulait, mais quand même un mois plus tôt que ce qu'il était fait historiquement. Donc, il sera proposé d'annuler la séance extraordinaire du 8 octobre 2019
portant sur le PTI 2020, 2021, 2022 et de convoquer cette séance extraordinaire avec des délais de 8 jours dans le journal local ainsi que le site Internet de la Ville concernant le PTI le 12 novembre 2019 à 20h45. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Darèche, seconde. Merci beaucoup. En 2.1.5, adoption du règlement numéro 1011-2019, version 2. Concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011, donc considérant qu'un avis de motion avait été donné par Mme Isabelle Lapointe du district 3. Oui. Considérant la présentation du règlement qui a été faite par moi-même à la dernière séance, c'est-à-dire le 10 septembre 2019, considérant que les articles 8.1.10 et 8.2.17 du projet de règlement ont été modifiés et que ces modifications ne changent pas l'objet du règlement. Ces modifications-là concernaient le temps que la fourrière devait garder l'animal. Donc, initialement, dans notre règlement, c'était 5 jours. La loi provinciale dit 7. Donc, avant de procéder à une euthanasie, la fourrière... Ou une adoption. Ou une adoption, ou une disposition autre. La fourrière ou le chenil doit garder minimalement l'animal pour 7 jours. Nous, on avait inscrit 5 jours, donc on fait arrimer finalement notre règlement avec la loi provinciale. C'est le simple changement qui est fait. Donc, étant donné qu'on l'a mis à votre disposition dès le début de la séance, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1011-2019 concernant la qualité de vie, abrogeant et remplaçant le règlement 1011. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 2.1.6, adoption du règlement numéro 1002-2019-03, version 2, modifiant le règlement 1002-2019-01, relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux tel qu'amendé. Ça ne devrait pas modifier le numéro 2? Non. OK. Considérant qu'un avis, c'est pratique avoir une ancienne greffière DG, je peux poser mes questions plus rapidement. Pas que j'appréciais pas votre présence. Considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 10 septembre 2019 par Mme la conseillère Christiane Wilson, concernant la présentation du règlement que j'ai fait le 10 septembre dernier, concernant que celui-ci a été mis à la disposition du public dès le début de la séance, il n'y a pas de changement, donc pas de modification. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 1002-2019-03, modifiant le règlement 1002-2019-01, relatif à la tarification de l'ensemble des services municipaux. En proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.1.7, changement de procureur dans le dossier de cour SAI M263428-1707. Ville de Saint-Colomban contre Maria Trasante et Fernando Trasante. Considérant que la Ville, par la résolution numéro 4802-18, a mandaté la firme d'avocats Prévost-Fortin-Daou dans le dossier de cour tel qu'énuméré précédemment. Considérant que la Ville désire changer de procureur dans ce dossier, il est proposé de mettre fin au mandat de la firme d'avocats PFD Prévost-Fortin-Daou dans le dossier de cour tel qu'énuméré et de mandater la firme DHC Avocats pour conseiller la Ville et pour entreprendre toutes les procédures requises relativement au sujet ci-avant mentionné. La présente résolution ne peut être en aucun cas considérée comme une renonciation au secret professionnel. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Christiane Wilson, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.1.8, approbation du règlement d'emprunt R16 pour le financement des services d'honoraires professionnels, ingénierie ainsi que l'exécution de tous les travaux de stabilisation des talus du secteur Prévost du Commada situé dans le territoire du parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant l'adoption du règlement d'emprunt R16 pour le financement des services d'honoraires professionnels d'ingénierie ainsi que l'exécution de tous les travaux de stabilisation des talus du secteur Prévost du Commada situé dans le territoire du parc régional de la Rivière-du-Nord. Considérant que le conseil municipal a donné un accord conditionnel au règlement R16 intitulé « Règlement d'emprunt pour le financement des services d'honoraires professionnels d'ingénierie ainsi que l'exécution de tous les travaux de stabilisation des talus du secteur Prévost du Commada situé dans le territoire du parc régional de la Rivière-du-Nord par sa résolution numéro 243-07-19.
Considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ne peut approuver le règlement R16 de la Régie intermunicipale du Parc de la Rivière-du-Nord en raison de l'accord conditionnel donné par la Ville de Saint-Colomban par la résolution numéro 243-07-19, il est proposé d'approuver sans condition le règlement R16 de la Régie intermunicipale du Parc de la Rivière-du-Nord intitulé Règlement d'emprunt pour le financement des services d'honoraires professionnels, d'ingénierie ainsi que l'exécution de tous les travaux de stabilisation des talus du secteur Prévost du Commodore situé dans le territoire du Parc régional de la Rivière-du-Nord et d'abroger la résolution numéro 243-07-19. En proposition, techniquement, pour vous chiffrer ça un petit peu, là, c'est l'équivalent d'un emprunt ou d'un paiement fait par la Ville de Saint-Colomban à un peu moins de 4 000 $ par année, d'un règlement qui est évalué à 1 46 000 $ sur lequel est appliqué des subventions. Donc, j'ai demandé à la directrice du parc de nous faire parvenir finalement l'amortissement de ce paiement-là. Donc, c'est sur 20 ans. Et nous possédons une part équivalente à 12 % du parc. Donc, quand on fait un emprunt, nous sommes responsables de 12 % de la facture. Ça équivaut à un montant d'un peu moins de 4 000 $ échelonné sur 20 ans. Donc, c'est un paiement annuel, un peu moins de 4 000 $. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je propose. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en septembre 2019, considérant que les copies des procès-verbaux ont été remises à chaque conseiller-conseillère à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes. Il est proposé d'approuver et d'adopter les procès-verbaux des séances suivantes. Assemblée de consultation publique du 3 septembre 2019, séance ordinaire du 10 septembre 2019 et séance extraordinaire du 16 septembre 2019. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derey, je propose. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci. 2.2.2. Dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement tenu le 1er octobre 2019 relativement au règlement d'emprunt numéro 575-2019-01 abrogeant le règlement numéro 575, décrétant un emprunt de 190 000 $ pour des travaux de construction concernant le bouclage de l'aqueduc sur la montée de l'église entre la rue des Hauts-Bois et à la voie accès-école à l'intérieur des limites de la municipalité. Donc, le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 575-2019-01 est de 133, que le nombre de signatures requises pour un scrutin référendaire était de 24, que le nombre de signatures obtenues est de 0. Donc, ce règlement d'emprunt qui abrogeait un règlement. Donc, il fallait quand même faire un référendum pour abroger un règlement qui ne générait absolument aucune dépense. Donc, heureusement, il n'y a pas eu de signature. Ça aurait été plate qu'il y en aille. Donc, le règlement, abrogeant le règlement numéro 75, décrétant un emprunt de 190 000 $ pour des travaux de construction concernant un bouclage entre la rue des Hauts-Bois à la voie accès-école à l'intérieur des limites de la municipalité est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter. C'est un dépôt. 2.2.3, une demande de destruction des copies de papier dont le support principal est devenu numérique. Donc, il est proposé de déposer et d'approuver la liste de demandes de destruction des copies de papier des documents numérisés apparaissant à la liste datée du 8 octobre 2019 et de demander l'autorisation à la BANQ de procéder à la destruction des copies de papier dont le support principal est devenu numérique des documents inactifs à conservation permanente, et ça pour tous les documents apparaissant à la liste précédemment mentionnée. Cette liste, il faut que je la mentionne, où est-elle? Est-ce que vous l'avez comme information? Non, c'est simplement que si on la mentionne précédemment, il faut la mentionner. C'est la liste du 8 octobre. Ah, parfait, c'est la liste du 8 octobre, ce que j'ai dit précédemment. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci. Je propose. Daniel Derey, je l'appuie. Merci. 2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2019. Donc, ça correspond à des sommes de 694 968,64 $. Ça fait référence au chèque numéro 25-170 à 25-322. Et tout ça, c'est effectué en vertu du règlement numéro 1018-2019. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 261 844,63 $, en référence au chèque numéro 25-323 à 25-472 et d'autoriser la trésorière ou en son absence le trésorier adjoint à en effectuer les paiements. En proposition, s'il vous plaît. Annie Boursageau, je propose. Et en appui. Étienne Urbain, je vais l'appuyer. Merci. Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 4 millions de $ qui sera réalisé le 22 octobre 2019. Donc, c'est un refinancement de règlement d'emprunt.
Donc, nous avons la liste des règlements. Donc, il s'agit d'une quinzaine de règlements totalisant 4 millions de dollars. J'ai plusieurs paragraphes à lire qui sont imposés par le ministère des Affaires municipales. Donc, si vous me le permettez, je vous libérerai de cette lecture assez aride et je vous proposerai de passer au vote, s'il vous plaît. En proposition. Denis Beauséjour, je propose. Sam Wilson, j'appuie. Merci beaucoup. 2.3.4. Adjudication d'une émission d'obligation à la suite de demandes de soumission publique. Donc, même chose, mais je vais peut-être le lire ici parce que c'est un appel d'offres. Donc, je vais me risquer. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt numéro 594-590, 632, 633, 634, 628, 598, 2004, 2012, 2011 et 2014, la Ville de Saint-Colomban souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a demandé à cet égard par l'entreprise du système électronique service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins de financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 22 octobre 2019 au montant de 4 millions de dollars. Donc, c'est pour financer finalement le point que nous avons voté auparavant. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes ou l'article 1066 du Code municipal du Québec et de la résolution adoptée en vertu de cet article. On a reçu 4 soumissions. Donc, c'est des tableaux, je vous dirais, qui échelonnent des montants et des taux d'intérêt applicables. Il y a une moyenne cumulable de ces taux d'intérêt-là qui nous permettent de déterminer un coût réel en fonction d'un pourcentage. Et il y a un prix aussi qui est calculé en fonction d'un score. Est-ce que c'est exact? Donc, on a reçu 4 soumissions. BMO Nesbitt Burns, je vais vous dire à coût réel à 2,32090 %. Valeur mobilière Desjardins Incorporée, coût réel 2,32884 %. Financière Banque nationale incorporée, coût réel 2,34993 %. Valeur mobilière Banque Laurentienne incorporée, 2,45302 %. Donc, considérant que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme BMO Nesbitt Burns est la plus avantageuse, c'est-à-dire qu'elle nous offre un taux d'intérêt le plus bas pour financer notre emprunt, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit, que l'émission d'obligations montant de 4 millions de la Ville de Saint-Colomban soit adjugée à la firme BMO Nesbitt Burns Incorporée, que demande soit faite à ces derniers de mandater le service de dépôt et de compensation CDS Incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et agent responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents tels que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et la trésorière soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Donc, en proposition, s'il vous plaît, ce que ça veut dire, c'est si vous voulez acheter des obligations d'épargne municipale qui concernent le financement d'une dette de Saint-Colomban, vous devez faire affaire avec BMO Nesbitt Burns pour nous aider à financer nos infrastructures. En proposition, s'il vous plaît. Denis Beauséjour, je propose. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. Ça va. 2.3.5. Remboursement des taxes attribuables au logement supplémentaire, matricule 5665 45 0016. Considérant que l'immeuble situé au 140A, rue Grande Allée, est considéré comme un immeuble intergénérationnel et qu'il a été taxé pour 2 logements. Considérant que le règlement 1001-2018 et le règlement 1001-2019, règlement décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et de la tarification de différents services municipaux, précise qu'un immeuble intergénérationnel est considéré comme une seule unité de logement. Il est proposé d'autoriser le remboursement des taxes attribuables aux logements supplémentaires pour les années 2018-2019 pour le matricule 5665 45 0016. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je propose. Denis Beauséjour, je l'appuie. Merci beaucoup. Vous êtes trop rapide. 2.3.6. Non. Redistribution des... Non, ça va. Redistribution des pourboires amassés lors de l'activité Bonne Bouffe, Bonne Bière. Donc, c'était nos 5 à 7 estivaux.
Considérant la tenue de l'activité Bonne Bouffe, Bonne Bière lors des journées de marché public de la Ville, considérant que la Ville désire redistribuer les pourboires amassés au profit des organisations suivantes. Donc, on a choisi finalement trois organismes ou trois causes pour remettre des pourboires. Pour nous, c'était important de le souligner par résolution afin de prendre le temps aussi de souligner qu'est-ce que ces organismes-là font sur le territoire. Donc, en premier lieu, il y a un ventre plein pour un avenir qui te sourit au montant de 518,40 $. Je crois que c'est l'équivalent de 3 soirées 5 à 7. 2 ou 3, je crois que c'est 2 ou 3. Je pense que c'est 3. C'est 2 ou 3, disons ça. 2 ou 3. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cet organisme-là, c'est mené de main de maître par Marilyn Mello et Véronique Chiasson, et l'objectif est de ramasser de l'argent afin d'acheter des coupons alimentaires. 3, hein, c'est ce que je croyais. Des coupons alimentaires dans les écoles de Saint-Colomban pour des familles ou des enfants qui ont des boîtes à lunch pas assez remplies. Donc, pour nous, c'est absolument normal de participer à ça. L'autre chose, aide humanitaire technique dans le cadre de la technique en physiothérapie au niveau de Marie-Lou Fecteau. Est-ce bien ça? J'ai un petit blanc. Je connais le prénom, mais... OK. Je crois que c'est Marie-Lou Fecteau. Donc, un montant de 310 $. Marie-Lou était venue travailler au 5 à 7. Donc, était venue servir des consommations. Et c'est dans le but de financer son voyage au Sénégal dans le cadre d'une technique en physiothérapie. Autre chose, la Maison des jeunes de Saint-Colomban, donc 721,75 $, ça va servir à financer des activités de la Maison des jeunes, donc qui profitent aux jeunes qui fréquentent cette dite maison. Donc, il est proposé d'autoriser la redistribution des pourboires amassés lors de l'activité Bonne Bouffe, Bonne Bière aux trois organismes que j'ai mentionnés, ou aux trois causes, et de transférer le pourboire de la Maison des jeunes de Saint-Colomban au code budgétaire 01-234 70 013. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. Au niveau des ressources humaines. Donc, en 2.4.1, dépôt de la démission de Mme Caroline Brière-Perrault à titre de technicienne en documentation au service de la bibliothèque. Donc, c'est un dépôt et c'est en date du 29 septembre 2019. 2.4.2, embauche d'une inspectrice en bâtiment, considérant que l'affichage a été effectué en conformité avec la disposition de la convention collective, considérant que la directrice des ressources humaines a procédé à une recherche de candidature pour un poste d'inspecteur en bâtiment, poste régulier de 37h30 par semaine. Considérant la réception de candidature pour ce poste, considérant qu'à la suite d'analyse de candidature, la directrice du service des ressources humaines recommande de procéder à l'embauche de Mme Audrey Matteau-Charret. Et je tiens à remercier tous ceux qui ont appliqué sur le poste parce que j'ai croisé la directrice des ressources humaines aujourd'hui qui avait la délicate tâche d'informer les gens qui n'avaient pas été sélectionnés. Et c'est un travail qui, ma foi, demande beaucoup de répartie et de doigté. Et Mme Lalonde l'effectue de main de maître. Donc, il est proposé d'embaucher en date du 28 octobre 2019 Mme Audrey Matteau-Charret au poste d'inspectrice en bâtiment, poste régulier au service de l'aménagement, environnement et urbanisme, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective. Et bien sûr, cette embauche est, comme toujours, conditionnelle à une démonstration négative d'empêchement judiciaire. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Denis Beauséjour, je l'appuie. Merci. 2.4.3, nomination d'un journalier régulier au service des travaux publics. Considérant que l'affichage a été fait de manière conforme avec les dispositions de la convention collective, considérant que la directrice du service des ressources humaines a procédé à une recherche de candidature pour un poste de journalier régulier 40 heures semaine au service des travaux publics, considérant la réception des candidatures pour ce poste, il est proposé d'embaucher en séance tenante, de nommer Éric Gauthier au poste de journalier régulier au service des travaux publics, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective. En proposition, s'il vous plaît. Denis Beauséjour, je propose. Merci. Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 2.4.4, nomination d'une technicienne en documentation au poste régulier de 24 heures par semaine à horaire variable, considérant que l'affichage a été effectué en conformité avec les dispositions de la convention collective et que la directrice des ressources humaines procède
à une recherche de candidature. Elle a procédé plutôt à une recherche de candidature pour un poste en technicienne en documentation et que nous avons reçu des candidatures. Il est proposé de nommer séance tenante à compter du 13 octobre 2019 et non séance tenante, Mme Julie Morin au poste de technicienne en documentation, poste régulier de 24 heures par semaine à horaire variable au service de la bibliothèque et ce conformément aux dispositions de la convention collective. En proposition, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose. Et en appui. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci. 2.4.5, nomination d'une technicienne. Une autre. Oui. Donc, c'est un petit jeu de chaises musicales. Donc, c'est quelqu'un qui a un poste à 36 heures semaine qui accepte un poste à 24 heures, mais ça nous prend maintenant quelqu'un pour combler le poste à 36 heures semaine. Donc, bien sûr, l'affichage a été effectué en conformité avec la convention collective. Et il a aussi été accompagné d'une procédure effectuée par la directrice de la ressource humaine afin que nous trouvions, dans ce cas-ci, une technicienne en documentation poste régulier 36 heures semaine et que nous avons reçu, bien sûr, vous le comprendrez, des candidatures pour ce poste et qu'à la suite de ces dites candidatures, il est proposé de nommer, à compter du 13 octobre 2019, Mme Evelyne Lamotte au poste de technicienne en documentation poste régulier de 36 heures par semaine à horaire variable au service de la bibliothèque, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective. Et ceux qui suivent de manière éperdue les assemblées municipales, Mme Lamotte passe du service des archives au service de la bibliothèque, au service des archives, pour finalement s'installer confortablement au poste de technicienne en documentation à la bibliothèque de Saint-Colomban. Et elle en était très heureuse, je l'ai croisée ce matin. Donc, qui lui fera honneur de la nommer officiellement pour ce poste en proposition? Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra, merci, je l'appuie. Merci. 2.4.6, nomination d'un journalier spécialisé affecté à l'écocentre. Ça, c'est un poste où on ne s'acagnarde pas. Ça bouge beaucoup à l'écocentre. Considérant que l'affichage a été effectué en conformité avec les dispositions de la convention collective et que la directrice des ressources humaines a procédé à une recherche de candidature pour un poste régulier de journalier spécialisé affecté à l'écocentre, 40 heures semaine, considérant que nous avons bien sûr reçu des candidatures, il est proposé de nommer séance tenante M. Alexandre Rivard-Paquin au poste régulier de journalier spécialisé affecté à l'écocentre, et ce, conformément aux dispositions de la convention collective. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derey, je propose. Denis Beauséjour, je l'appuie. Merci. Terminaison d'emploi, période de probation non concluante, employé numéro 700-050. Considérant la recommandation du service des sports, des loisirs et de la vie communautaire et le rapport de la directrice du service des ressources humaines, il est proposé d'entériner en date du 13 septembre 2019 la terminaison d'emploi de l'employé numéro 700-050 pour période de probation non concluante. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derey, je propose. Ça, M. Lorrain, là, c'est à votre discrétion. Ça arrive parfois. Moi, je pencherais davantage vers Daniel Derey. J'ai entendu son nom de famille. Donc, ce serait appuyé par Mme Wilson. C'est ce que j'allais dire. Oui, mais à la forte suggestion du président de l'Assemblée. Oui, habituellement, c'est le président de l'Assemblée. Là. Ça, hein? 2.4.8, terminaison d'emploi, période de probation non concluante, employé numéro 770-022. Considérant la recommandation de la directrice du service de la bibliothèque et le rapport de la directrice du service des ressources humaines, il est proposé d'entériner en date du 17 septembre 2019 la terminaison d'emploi de l'employé numéro 770-022 pour période de probation non concluante. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je le propose. Sandra, merci, je l'appuie. Merci. 2.4.9, terminaison d'emploi, période de probation non concluante, employé numéro 320-048. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics et le rapport de la directrice du service des ressources humaines, il est proposé d'entériner en date du 20 septembre 2019 la terminaison d'emploi de l'employé numéro 320-048 pour période de probation non concluante. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Derey, je propose. Christiane Wilson, je vais appuyer. Merci beaucoup. Donc, après que cette directrice ait accompli tous ses rapports et toutes ses recommandations, c'est bien sûr normal, en 2.4.10, de la libérer elle-même de sa période d'approbation afin qu'elle devienne un employé reconnu
avec un statut d'employé cadre régulier. Donc, je parle bien sûr de Mme Catherine Lalonde, notre directrice des ressources humaines. Donc, il est proposé de mettre fin à la période d'approbation de la dite dame et de confirmer son statut d'employé. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 2.4.11, fin de la période d'approbation, capitaine à la logistique et soutien aux opérations à temps partiel. Considérant que par sa résolution numéro 105-0319, la Ville a procédé à l'embauche de M. Alexandre Charret à titre de capitaine à la logistique et soutien aux opérations à temps partiel, et ce à compter du 12 mars 2019, selon les termes établis par la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Considérant que, conformément à l'évaluation de la performance de l'employé cadre en probation, M. Alexandre Charret a rencontré les objectifs fixés à son engagement, il est proposé de mettre fin à la période de probation de M. Alexandre Charret et de confirmer son statut d'employé cadre régulier. En proposition, s'il vous plaît. Christian Wilson, je propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 2.4.12, mandat à l'Union des municipalités du Québec, dit UMQ, afin d'agir à titre de procureur patronal dans le cadre des griefs portant les numéros 2019-02 à 2019-05. Considérant que la Ville de Saint-Colomban est membre de l'UMQ, considérant que la Ville désire mandater l'UMQ afin d'agir à titre de procureur patronal dans le cadre des griefs portant les numéros précédemment nommés, 2019-02 à 2019-05, il sera proposé de mandater l'UMQ afin d'agir à titre de procureur patronal dans le cadre des griefs si avant mentionné. La présente résolution ne peut en aucun temps être considérée comme une renonciation au droit au secret professionnel. Proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 2.4.13, autorisation de signature d'une entente relative au règlement des griefs portant les numéros SYN Saint-Colomban 2018-01, 2018-05-02 et 2018-05-04. Considérant que la Ville et le syndicat des pompiers du Québec, section locale Saint-Colomban, ont convenu sans aucune admission de responsabilité de quelque nature que ce soit de procéder au règlement des griefs portant les numéros SYN Saint-Colomban 2018-01, 2018-05-02 et 2018-05-04, il sera proposé d'autoriser la signature de l'entente relative au règlement des griefs précédemment mentionnés. La présente résolution ne peut en aucun cas être considérée comme étant une renonciation au droit au secret professionnel. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Et en appui. Christian Wilson, je vais l'appuyer. Merci. 3.1, ça nous amène au service d'urbanisme. Donc, comme à l'habitude, il sera exposé à l'écran télé derrière moi. Le résultat pour le mois de septembre 2019 des rapports mensuels des permis. Je laisse bien sûr quelques secondes et ce sera déposé sur notre site Web dans les prochains jours. Merci beaucoup, M. Doré. 3.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de septembre 2019. Donc, le procès-verbal de la rencontre du 17 septembre 2019 est déposé. En 3.3, Mme Dorèche, si vous voulez présenter le point dérogation mineure 109 rue de la Plénitude, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Le point 3.3, dérogation mineure du 109 rue de la Plénitude. La nature et effet de la demande, c'est de permettre l'implantation d'une maison isolée dans la projection perpendiculaire de la façade du terrain. Le tout qu'il y a à pair d'un garage. J'ai dit maison, hein? C'est ça. Oui, tu as bien raison. Tu as bien raison. Tu as bien raison. Bon, permettre l'implantation d'un garage isolé dans la projection perpendiculaire de la façade de la maison, le tout équilibré au plan minute 29-796, préparé par le requérant sur le certificat de localisation de M. Alain Tifo, arpenteur géomètre, en date du 9 octobre
octobre 2013. Le numéro 2019-00119, identification du site concerné, le matricule, c'est 5564-41-0216. Le cadastre, 3 745 161. Et l'adresse, c'est le 109 rue de la Plénitude. Considérant la recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme du 17 septembre 2019 concernant la dérogation mineure 2019-00119, considérant l'avis public affiché et publié le 20 septembre 2019 sur le site Internet de la Ville annonçant la demande de dérogation mineure 2019-00119, considérant que la parole est donnée aux personnes présentes ici ce soir à l'Assemblée, est-ce que quelqu'un veut se prononcer là-dessus? Non? Il est proposé d'approuver la dérogation mineure 2019-00119 telle que recommandée. En proposition, s'il vous plaît. Beau séjour, je propose. Et en appui. Daniel Dorage, je l'appuie. Excellent. Donc, 3.4. Donc, ça nous amène au point précédemment questionné. Donc, chers collègues, je vous proposerai de reporter le point pour étude, considérant la connaissance de nouveaux faits. Mm-hmm. Donc, on reporterait le point à à une séance ultérieure. Donc, j'ai besoin du consentement de tous afin que ceci soit possible. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Non, il y a une proposition au retrait. Okay. S'il n'y a pas d'objection, ça va être en proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Denis Beauséjour, je seconde. Donc, est-ce que vous avez bien compris ce qui s'est passé? Parfait. Vous allez expliquer ça en espagnol? En portugais, pardonnez-moi. 3.5, refus de la demande d'acquisition d'une partie du lot 2 79 174. Considérant la demande d'acquisition d'une partie du lot 2 79 174 du Cadastre du Québec afin de permettre la vente et la construction d'une habitation familiale, considérant que cette demande a été présentée au CCU du 17 septembre 2019 et que le CCU, par sa résolution 170919, recommandait au Conseil municipal de refuser la demande d'acquisition d'une partie du lot 2 79 174, il est proposé d'entériner la recommandation du CCU et de refuser la demande d'acquisition pour les mêmes motifs que ceux exprimés à la résolution 170919 du procès-verbal du 17 septembre 2019 du CCU. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Denis Beauséjour, je l'appuie. En fait, on aurait des explications à donner à monsieur présent ici, là, monsieur... Allez-y. Van Damme. Van Damme, c'est ça. La Ville avait déjà exproprié en 2006 cette emprise de rue-là et pour préserver l'accès aux terrains des autres terrains aux alentours. Fait que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on avait pris notre décision par rapport à la rue Boutin, parce que ça enclavait des terrains. C'est une... Enfin, si vous regardez sur le plan, vous voyez, il y a votre lot en haut qui est le plus grand. Tout de suite après, en bas, il y a un lot un peu carré, rectangulaire. Si on vous vendait le petit bout de rue, ce lot-là, on ne pourrait jamais plus lui accéder. L'autre, juste un petit peu en haut de ta baguette. Ouais, lui, puis l'autre aussi en bas. Ben, en tout cas, il y aurait peut-être même 3 lots qui seraient plus accessibles. 4, voire 4 lots, là, si on prend le grand rectangle aussi en bas. Donc, une ville ne peut pas, si on veut, enclaver des lots. Parce qu'un jour, ces gens-là aussi pourraient vouloir se construire dessus. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de construire un bout de chemin sur la voie publique puis de débourser votre portion pour avoir accès à votre terrain. Ça serait ça l'idéal pour pouvoir vous construire comme vous souhaitez. Excellent, merci beaucoup. Madame Doré, je vous recède la parole parce que j'ai eu un excès d'enthousiasme. J'ai présenté un point qui vous était dû. 3.6. 3.6, merci, M. le maire. Refus de la demande d'acquisition des lots 1 672 502, 1 672 511, 1 672 512, 1 672 513, 1 669 674, 1 669 675, 1 669 676, 4 975 324, 4 975 326 et 4 975 327. Je comprends pourquoi vous m'avez laissé ici, en fait, c'est considérant qu'une demande d'acquisition des lots précédemment mentionnés a été présentée par M. Thierry
Bélanger afin d'agrandir sa propriété. Considérant que cette demande a été présentée au comité consultatif du 17 septembre 2019 et que le CCE, par sa résolution 16-09-19, recommandait au conseil municipal de refuser la demande d'acquisition des lots précédemment mentionnés. Justement, comme vous avez dit, M. le maire, dans le fond, c'est parce que quand on a plusieurs lots comme ça en vente, on souhaite l'offrir à plus de citoyens possible à qui ça pourrait concerner. C'est un petit peu ça le but de notre refus de vente de ces terrains-là. En conséquence, attendez, il est proposé de refuser les 10 lots que je viens de mentionner du cadastre du Québec déposés par M. Thierry Bélanger. En conséquence? Oui, en proposition, s'il vous plaît. Daniel Beauséjour, je le propose. Merci et en appui. Daniel Doré, je l'appuie. Merci beaucoup. 3.7, adoption du règlement numéro 3001-2019-07, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin d'agrandir la zone H1-76 à même la zone C4-78. Considérant qu'un avis de motion avait été donné le 13 août 2019 par la conseillère du district 5, Mme Danielle Dorèche, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 13 août 2019, considérant l'adoption du second projet de règlement le 10 septembre 2019, considérant l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le mercredi 18 septembre 2019, considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du mercredi 18 septembre 2019 au 26 septembre 2019, considérant qu'au 26 septembre 2019, aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du second projet de règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il sera proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2019-07, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin d'agrandir la zone H1-76 à même la zone C4-78. En proposition, si vous vous rappelez bien, ça concernait la rue des Sables dans le secteur du golfe Capri et du lac Capri. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. 4.1, autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à la fourniture et transport d'abrasifs 2019-2020. Il est donc proposé d'autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à entreprendre un processus d'appel d'offres relativement à la fourniture et transport d'abrasifs 2019-2020. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Beauséjour, je l'appuie. Merci. Rejet des soumissions relatives à l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport VUS compact pour le service des travaux publics et l'autorisation d'entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres relativement, à l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport VUS compact pour le service des travaux publics. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport compact pour le service des travaux publics, considérant que les entreprises suivantes ont été invitées: Toyota La Chute, les agences Kyoto Limitées, opérées par Toyota Saint-Jérôme, Kia des Laurentides, Boisvert, Kia Blainville. Considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 30 septembre 2019, Kyoto Limité, Toyota Saint-Jérôme, 30 007 $, Toyota La Chute, 32 871 $. Et là, vous allez voir toute la magie du système de gestion contractuelle. Considérant que la soumission du Toyota La Chute n'est pas conforme car la déclaration du soumissionnaire n'est pas signée telle que stipulée au devis. Considérant que la soumission de Toyota Saint-Jérôme n'est pas conforme car l'attestation de Revenu Québec n'est pas incluse telle que stipulée au devis. Considérant la recommandation du directeur du service des travaux publics, il est proposé, et nous avons aussi l'obligation, de rejeter les soumissions et autoriser le directeur du service des travaux publics ou toute autre personne mandatée par ce dernier à entreprendre un nouveau processus d'appel d'offres pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport compact pour le service des travaux publics. Donc, quand on fait des appels d'offres publics pour faire l'achat de véhicules, normalement, on envoie ça dans les concessionnaires. Donc, les documents d'appel public, là, c'est souvent des documents qui peuvent comporter combien de pages? 40, 50, M. Lorrain? 40, 50 pages. Si vous êtes vendeur normal automobile, puis vous avez le choix entre remplir un document de 50 pages et répondre à Xavier-Antoine Lalande qui s'en vient s'acheter un véhicule, puis qui a juste besoin de remplir un formulaire de financement pour payer son char, puis l'avoir 2 semaines après, vous comprendrez que les travaux nécessaires à faire l'acquisition d'un véhicule ou à remplir finalement une soumission publique d'une ville, ça passe en dernier. Ou sur invitation, ça passe en dernier. Puis la rigueur que les vendeurs peuvent y mettre, des fois, c'est pas facile. Donc, ils vont oublier des choses. Puis nous, parce qu'ils oublient des choses, on a l'obligation de le rejeter.
Donc, dans ce cas-ci, je vais passer au vote. On va passer au vote, mais je vous avertis déjà que dans les prochains mois, vous allez voir un règlement de délégation de pouvoir qui va changer parce qu'on veut autoriser plus de marge de manœuvre en négociation gré à gré pour l'achat de véhicules. Parce qu'en plus, on perd une marge de négociation pour aller chercher des meilleurs prix à cause de l'obligation de remplir des documents de 50 pages. Donc, ça coûte cher à la Ville, finalement, ultimement. En plus de la perte de temps, on reçoit aussi des prix qui nous empêchent de pouvoir négocier. Donc, un des premiers mandats qui a été donné à M. Laurent Taillefer, c'est de nous arriver avec une proposition de règlement qui va nous donner une marge de manœuvre en termes de négociation gré à gré dans certains types d'achats. Okay? Ce n'est pas tous les types d'achats, mais l'achat de véhicules est un très, très bon exemple. Donc, c'était mon préambule, mais il reste une proposition et une soumission à rejeter. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Urbain, je vais le proposer. Et en appui. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.3, autorisation de signature d'un avenant relativement au déneigement ou au déglaçage d'une portion de la montée de l'Église, considérant la résolution 239-06-18 qui autorisait la signature d'une entente avec le ministère des Transports du Québec relativement au déneigement ou au déglaçage d'une portion de la montée de l'Église. Donc, c'est de la frontière avec Saint-Canute jusqu'à Saint-Paul. Considérant qu'il y a lieu de signer un avenant relatif à l'utilisation des équipements de déneigement et de déglaçage avant le 29 octobre 2019 et après le 14 avril 2020, il sera proposé d'autoriser le directeur général ou en son absence le greffier à signer l'avenant relatif au déneigement et au déglaçage de la portion de la montée de l'Église qui est sous juridiction du MTQ. Donc, nous prenons en charge finalement les opérations de déneigement et déglaçage et nous recevons une compensation financière de la part du MTQ. Ça a très bien fonctionné l'an passé, donc il n'y avait aucune raison de ne pas le répéter cette année. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.4, demande au ministère des Transports du Québec afin de procéder à l'installation de 2 luminaires sur la montée de l'Église. Considérant que la visibilité sur une partie de la montée de l'Église est déficiente à certains endroits, considérant que cette portion de la montée de l'Église est sous la juridiction du MTQ, il est proposé, suivant une rencontre avec eux, de demander au MTQ d'installer 2 luminaires sur les poteaux suivants. Dièse, DX, 56GU, situé près du 200 montée de l'Église. Dièse 2GQ 49D, situé près du 225 montée de l'Église. Donc, pour vous situer de manière imagée, c'est pratiquement en face du château de Moulinsart. Est-ce que vous savez à quoi je fais référence? Oui. Où il y a le pont-levis. Excellent. Puis l'autre, c'est un petit peu plus loin. Juste avant la courbe, je vous dirais peut-être une centaine de mètres avant Desjardins, peut-être. Il y a une espèce de petite courbe. Là. Je pense que c'est là qu'il s'en va. 4.5. Autorisation de signature d'une entente. Oui, en proposition, s'il vous plaît, bien sûr. Sandra Mercier, je propose. Denis Beauséjour, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.5. Autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Gore relativement au déneigement du chemin La Roche. Donc, il y a beaucoup de gens du secteur du Lac-Chevreuil qui vont être heureux d'entendre cette nouvelle. Considérant que la Ville désire conclure une entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Gore dans le but que cette dernière procède au déneigement du chemin La Roche situé sur le territoire de la Ville. Considérant que la Ville et la municipalité du canton de Gore désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour la conclusion de cette entente, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence le greffier à signer l'entente intermunicipale avec la municipalité du canton de Gore relativement au déneigement du chemin La Roche. En proposition, s'il vous plaît. Daniel Doré, je propose. Christelle Wilson, je l'appuie. Merci beaucoup. 4.6, même type d'entente, autorisation de signature d'une entente intermunicipale avec la municipalité de Mille-Îles relativement au déneigement d'une partie de la montée de l'Église. Donc, c'est la partie de la montée de l'Église qui est sur le territoire de Mille-Îles jusqu'au chemin des Mille-Îles, finalement, là, où se trouve le pont, pardonnez-moi. Considérant que la Ville désire conclure une nouvelle entente intermunicipale avec la municipalité des Mille-Îles pour le déneigement d'une partie de la montée de l'Église située sur le territoire de cette dernière, considérant que la Ville et la municipalité de Mille-Îles désirent se prévaloir des dispositions des mêmes articles que j'ai nommés précédemment dans la résolution précédente, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence le maire suppléant et le directeur général ou en son absence le greffier à signer l'entente intermunicipale avec la municipalité des Mille-Îles relativement au déneigement d'une partie de la montée de l'Église. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Daniel Doré, je l'appuie. Merci. 5.1. Nous sommes au service des incendies.
Autorisation à la municipalité régionale de Comté de la Rivière-du-Nord afin de présenter une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de l'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale. Considérant la compétence de la MRC en matière de planification régionale de la sécurité incendie, considérant les objectifs du schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC, considérant le programme d'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour soutenir la coopération intermunicipale dont la subvention totale peut atteindre 50 000 $ par MRC, considérant que le comité sécurité incendie a accepté de soutenir la MRC dans l'élaboration de la demande d'aide financière, considérant que les demandes doivent être présentées au plus tard le 8 novembre 2019, considérant que le montant de l'aide financière pouvant être accordé représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles, considérant que la MRC et les municipalités s'engagent à subventionner l'autre 50 % des coûts du projet advenant l'obtention de l'aide financière du MAMACH, considérant la description du projet ci-joint élaboré par le comité sécurité incendie, il est proposé d'autoriser le directeur général et le secrétaire trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe de la MRC Rivière-du-Nord à présenter une demande d'aide financière au MAMACH pour le projet de coopérative intermunicipale présenté par le comité sécurité incendie. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Daniel Doré, je l'appuie. Vous avez une belle voix de chasseur, hein, M. Urbain? 6.1, octroi d'une aide financière au Club de l'Âge d'Or de Saint-Colomban. Donc, nous sommes au loisir. Oui, loisirs et vie communautaire, ainsi que les sports. N'oublions pas les sports. Considérant la demande de soutien financier par le Club de l'Âge d'Or de Saint-Colomban, il est proposé, et considérant la réception des états financiers à jour du Club de l'Âge d'Or Saint-Colomban, donc c'est un ajout de considérant, M. le greffier, qui est important, car nous n'octroyons pas d'aide financière sans état financier. Il est proposé d'octroyer une aide financière au montant de 1 500 $, il faut que je fasse attention, il ne faut pas que je me trompe, au Club de l'Âge d'Or de Saint-Colomban et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90-970. En proposition, s'il vous plaît. Étienne Normand, je vais le proposer. Sandra Mercier, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.2, autorisation d'entreprendre les travaux d'aménagement en vue d'un sentier d'hébertisme adjacent à l'école du Triolet. Considérant que des travaux d'aménagement en vue d'un sentier d'hébertisme adjacent à l'école du Triolet sont nécessaires, considérant l'estimation des travaux d'aménagement préparés par Laurentides Expert Conseil au montant de 53 350 $, excluant les taxes applicables. Pour les gens qui ont de la mémoire, au plan triennal d'immobilisation de l'an dernier, nous avions réservé un budget de 240 000 $ pour la réalisation d'un parc école. Nous allons nous en tirer en bas de 80 000 $ à réaliser un parc, finalement, d'hébertisme dans un milieu naturel, dans une forêt qui s'arrime parfaitement aux sentiers multifonctionnels qui sont existants. Donc, nous avions fait l'engagement de travailler en fonction de mettre en valeur la forêt qui nous entoure. Donc, cette décision-là, on en est très fiers et ça va permettre aux jeunes et moins jeunes d'apprécier ce qu'une forêt peut permettre en matière d'activité et d'espace. Donc, il sera donc proposé d'autoriser les travaux d'aménagement en vue d'un sentier d'hébertisme adjacent à l'école du Triolet et d'imputer cette dépense au fonds de parc, terrain de jeu et espace naturel au code budgétaire 22 700-20-711, projet 2018-16. Et si je peux aussi ajouter, nous voulons penser cet espace-là pour les 4 saisons. Donc, il y a plusieurs mois, j'avais assisté à une rencontre et un des intervenants nous avait sensibilisé au fait que nous concevions des parcs seulement ou trop concentrés sur des périodes où la neige n'y est pas. Donc, c'est une des orientations et un des objectifs de travailler en fonction des pentes qui sont déjà là, afin que ces pentes-là, l'hiver, se transforment en glissade naturelle pour les jeunes. Et là, on est situé à côté d'une école primaire. C'est sur notre terrain, c'est bien important. Ce n'est pas sur le terrain de la commission scolaire, mais on travaille déjà en collaboration avec l'école pour maximiser vraiment l'usage des jeunes de l'école en période soit d'éducation physique ou de récréation pour qu'ils puissent en profiter. Puis ça va aussi bénéficier à l'ensemble du quartier. En proposition, s'il vous plaît. Denis Beauséjour, je propose. Étienne Normand, je vais l'appuyer. Merci beaucoup. 6.3, autorisation et abrogation. C'est correct?
d'entreprendre un processus d'appel d'offres relativement à l'aménagement d'un sentier d'hébertisme adjacent à l'école du Triolet. Il s'agit d'une abrogation de la résolution 286-08-17. Donc, cette résolution-là avait été tenue le 8 août 2017. Donc, je crois qu'il y avait eu un certain engagement à l'époque. En fait, c'est qu'on renomme. Oui, on renomme le titre de résolution. Le titre du projet. Le titre du projet, parce que, comme j'ai expliqué auparavant, c'était davantage basé sur un parc école avec des modules artificiels plastiques, comme on peut en voir dans n'importe quelle ville de banlieue assez plate autour de Montréal. Donc, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on mettait davantage en valeur la forêt, puis de développer des activités en collaboration avec les arbres. Donc, ça nous demande de renommer le projet. Donc, il est donc proposé d'autoriser le directeur du service des sports, loisirs et vie communautaire ou toute autre personne mandatée par ce dernier à entreprendre un processus d'appel d'offres relativement à l'aménagement d'un sentier d'hébertisme adjacent à l'école du Triolet. J'ai encore oublié quelque chose. Il y a une volonté aussi de l'école de réaliser une classe nature, puis ça va se joindre aussi à l'espace du terrain de la ville. En proposition, s'il vous plaît. Denis Beauséjour, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci. 6.4. Autorisation de procéder à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Considérant l'opportunité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, donc transport actif, il s'agit de vélo et marche, il est proposé d'autoriser le directeur général adjoint ou toute autre personne mandatée par ce dernier à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, les périmètres urbains, c'est la section du centre-ville. Et d'autoriser le directeur général adjoint ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet. En proposition, s'il vous plaît. Sandra Mercier, je le propose. Isabelle Lapointe, je l'appuie. Merci. Et en dernier point, avant la période d'intervention, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien au développement, aménagement, considérant l'étude d'opportunité relative à l'implantation d'un point de service de la bibliothèque sur le territoire de la ville. Considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du programme de soutien au développement aménagement. Il sera donc proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme de soutien au développement aménagement et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Je crois en avoir fait une annonce assez sommaire dans les mois qui nous ont précédés. Donc, l'objectif, c'est de développer une espèce de succursale qui va être davantage orientée vers un principe de créalab à la bibliothèque dans le district 5, mais tout près du district 2, donc derrière la caserne d'incendie numéro 2. Il y a déjà un projet qui a été rédigé par la directrice de la bibliothèque. Et bien sûr, c'est conditionnel à l'obtention d'une subvention. Et nous répondons aux critères normaux, là, finalement, qui permettent d'octroyer les crédits afin que ça se réalise. Donc, la directrice de la bibliothèque va faire une demande de subvention et conditionnellement à son acceptation, ça nous aiderait beaucoup à aller de l'avant et à réaliser ce projet-là qui permettrait d'améliorer la qualité et la quantité de services offerts à ce secteur de la ville-là. Donc, c'est un projet pour lequel nous nous étions engagés. À plus d'une reprise, parce que si je me réfère à la dernière course partielle du district 2, je crois que l'annonce avait été faite quelques mois avant. Donc, nous sommes dans le processus normal et nous sommes assez optimistes de recevoir de bonnes nouvelles, mais il faut remplir les documents d'abord. En proposition, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je propose. Sandra Mercier, je l'appuie. Merci beaucoup. Donc, ça nous amène à la période d'intervention. Donc, la parole est à vous et ça concerne tout sujet d'intérêt public. Donc, vous n'avez pas à vous réserver à des points à l'ordre du jour. Et nous sommes à votre écoute. M. Bélanger qui se piaffait d'impatience à vouloir répliquer à mon suivi. Dans un premier temps, bon, mon nom c'est Yvon Bélanger, rue Lancelot, district 4. Je voudrais au moins remercier la Ville, dans un premier temps, d'avoir donné suite à ma première interrogation sur le chemin Saint-Nicolas, la section qui n'avait pas été resurfacée. J'ai vu dans les jours qui ont suivi mes interventions qu'il y avait eu des marquages
sur le pavage pour identifier des interventions. J'ai vu aussi des premières interventions entre la rue Ambre et Orchidée, à peu près 6-7 interventions, là, des pièces qui ont été refaites. Et j'étais content. J'ai dit, bon, ben le projet est lancé. Après ça, j'ai vu des, comment on appelle ça, là, pour des fissures, là, tantôt j'avais le terme en fait. Colmatage. Colmatage des fissures. J'ai dit, mon Dieu, ils sont allés plus loin que je m'attendais. J'ai trouvé, bravo, bravo, bravo. Ils l'ont fait sur la rue Marc-André, la rue de l'Épée, la rue des Celtes, puis je pense même un bout de la Jeunesse. J'ai dit, oh Dieu, bravo, 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 parce que ça va protéger nos surfaces d'asphalte pour plusieurs années. Par contre, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'autres interventions sur Saint-Nicolas et vous avez tantôt intervenu ou expliqué l'orientation que j'ai plus ou moins compris pour les gestes à venir. J'ai saisi, parce que je passe là tous les jours, qu'il y avait des sections qui avaient des flèches en disant, oups, il va y avoir un resurfaçage parce que les fissures n'ont pas été colmatées dans ces sections-là. Mais c'est des grandes sections, là, des sections de 200-300 pieds de long. J'ai dit, mon Dieu, pourquoi des grandes resurfaçages alors qu'il y avait des réparations ponctuelles possibles dans ces sections-là. En tout cas, tout ça pour dire que je n'ai pas compris la suite des événements. D'accord. Comme je vous avais mentionné dans les mois précédents, on a un directeur des services des travaux publics qui est qui est en mode prévention, beaucoup. Puis on lui avait demandé de faire l'analyse des différentes routes pour nous permettre d'avoir un portrait sur l'état, finalement, des chaussées à Saint-Colomban. Il y a eu une rencontre du comité des travaux publics aujourd'hui, donc Mme Lapointe et M. Beauséjour qui ont siégé sur ce comité-là. M. Beauséjour va renchérir suivant mon intervention. Mais moi, ce que j'ai demandé, finalement, ils ont rapporté les informations qui ont été tirées de ce comité-là. Puis ce que j'ai dit tantôt, c'était que avant d'arriver au processus, finalement, là, pour générer l'octroi de contrat pour arriver à faire un resurfaçage, ça prend quand même, il aurait fallu aller en appel d'offres, il y a un délai. Donc, ça ne nous amènera pas avant la première tempête de neige puis les gels au sol qui nous empêchent finalement de faire un resurfaçage. Donc, ça nous amènera à faire des interventions au printemps. Ceci dit, il y a un résiduel dans un règlement d'emprunt qui est lié à des coûts moins élevés, justement de la réfection de Montée-Saint-Nicolas. Donc, il nous reste plus ou moins 100 000 $. Puis la décision que le conseil aura à prendre, c'est est-ce qu'on l'utilise ou pas. Puis si on ne l'utilise pas, bien, c'est un endettement de moins de 100 000 $. Puis si on le dépense, bien, c'est en prévision. Ce serait quoi l'objectif de le dépenser sur Saint-Nicolas? Puis c'est ce qui a été demandé au directeur du service des travaux publics, de nous arriver avec un sommaire décisionnel qui nous expliquerait ce serait quoi les avantages de faire un resurfaçage. Combien d'années on gagne, quelle qualité d'infrastructure. Est-ce que ça vaut la peine de dépenser maintenant 100 000 $ s'il faut la refaire, par exemple, dans 3-4 ans? Est-ce que la resurfacer nous permet de prolonger sa durée de vie de 10-15 ans? C'est tous ces éléments-là qui vont être demandés au directeur du service des travaux publics pour que le conseil puisse arriver à prendre une décision et dire, OK, c'est un 100 000 $ bien investi parce que en faisant ça, bien, probablement qu'on sauve des travaux plus importants dans 4-5 ans. Puis là, le temps nous permet, étant donné qu'on ne fera rien avant le gel puis les tempêtes de neige, le temps nous permet de prendre notre temps puis d'analyser les conséquences de la décision qu'on aura à prendre. Est-ce que M. Beauséjour voulait ajouter quelque chose? C'est pas mal presque tout dit, effectivement. Je dirais, à un moment donné... C'est grâce à votre résumé. Oui, exact. J'ai bien résumé notre résumé. C'est ça. Mais dans le fond, vous avez bien remarqué, vous êtes un fin observateur des marquages de la peinture, sauf qu'à un moment donné, quand les pièces commencent à être longues, ça commence à faire des longues lignes oranges. Fait que c'est dit, ouais, ben là, tant qu'à marquer, puis faire des grandes patchs, si on veut, de marquage, ben c'est dit... On est peut-être rendu à une section où il y aura un resurfaçage complet. C'est ce qu'il nous a proposé, peut-être 2 resurfaçages sur 2 sections différentes entre Delambre et Saint-Jérôme. Ça sera analysé. Puis là, après ça, c'est une question de voir les priorités par rapport à cette rue-là versus d'autres, versus son état de dégradation.
Puis sinon, ben, j'aurais le goût de faire un mini-sondage avec vous. Vous lui donnez quelle note à ce tronçon-là sur 10? Est-ce que j'ai pas compris? Vous donnez quelle note à ce tronçon de rue-là, vous, présentement, qui roulez dessus à tous les jours, sur 10? Le tronçon qui n'a pas été resurfacé. C'est ça, exact. Pas parce que l'autre, il est beau, là, on va lui donner Ben, 10. moi, j'irais 5 sur 10. Là. OK. Parce que je suis obligé de sillonner les rainures là, quand il y a Oui, on le voit qu'il y a des petits traîneurs, puis c'est à un encavé, moment puis avec des donné, fissures. tu es obligé de zigzaguer pour les éviter. Là, donc, c'est... Je vous conseille d'être quand même prudent. Pardon? On ne peut pas zigzaguer trop large. Là, Non, mais à un moment donné, en voulant en éviter un, l'autre qui était en contresens, lui voulait aussi. Oups, à un moment donné, on est venu tout près de l'un de l'autre de se heurter. Donc, à un moment donné, j'ai fait, bon, ben, je suis mieux de passer dans le trou ou pas. Ouais. Moi, c'était simplement, oui, les 2 grandes sections que tu as mentionnées de resurfaçage, je les ai vues. Mais les autres sections qui n'ont pas été identifiées par des flèches, il y a quand même des identifications ponctuelles. Je me demandais si ceux-là seraient faits avant les... Mais il y a 2 façons de faire des interventions. Quand on fait un resurfaçage majeur, là, ça rentre finalement dans une programmation de travaux. Non, je ne te parle pas de ces 2 sections-là. Je te parle des petites ponctuelles. J'y arrive. Ça tombe finalement dans l'enveloppe budgétaire qui est liée à l'entretien des chemins, qui est un budget finalement alloué de manière générale au service des TP. Puis ils pigent là-dedans, par exemple, pour réparer des nids de poules, pour faire du découpage très, très, très local d'interventions qu'ils peuvent faire sur des chemins. Fait que moi, ça, je ne sais pas si vous avez les réponses précises, mais normalement, c'est de la gestion de TP. Là. Ils ont un budget X alloué à différentes interventions sur le réseau routier, puis ils font les interventions où il y a des problèmes. J'ai pas malheureusement... Je comprends qu'il y a des modalités budgétaires et administratives. Là. Moi, c'était plus celles qui sont identifiées, ponctuelles. Normalement, quand c'est petit, là, ça rentre dans le code budgétaire de l'entretien de chemin. Fait qu'il va y avoir une intervention très, très localisée qui n'implique pas un resurfaçage, donc un emprunt budgétaire. Bien, c'est ça. Il y en a une dizaine qui ont été faites, ambre et orchidée. Puis là, à moins que ça rentre dans le segment. C'est mais... peut-être l'encerclement de ça qui a amené notre directeur des TP à dire que ça prendrait un surfaçage majeur. Je ne le sais pas, là. Ben, peut-être qu'il faudrait que je discute avec votre directeur. Ça va mieux comprendre. Mais en même temps, il n'y aura pas d'intervention avant... Là, si j'ai bien compris, les interventions sont terminées pour cette année. Absolument. Bon, on va continuer à dire... Non, je ne te parle pas de surfaçage, je te parle des ponctuels. C'est parce que vous me revenez toujours sur les 2 grandes sections. Ceux-là, je comprends. Les nids de poules, on en fait jusqu'à temps qu'on peut en faire en termes de température. Comme j'ai dit, ça rentre dans le budget d'entretien des chemins. Si c'est des nids de poules dont vous parlez, moi, je ne sais pas à quoi vous faites référence précisément. Là. C'est des nids de poules, ça se fait jusqu'à temps qu'on puisse les faire. C'est pas nécessairement des nids de poules, c'est plus des cases, là, mettons, 2 pieds par 10 pieds, 2 pieds par 20 pieds. C'est ça, c'est des petits carrés, parce qu'à un moment donné, il y a un trou. Pourra vous revenir avec les intentions. Il y a des fissures qui ont au moins 3-4 pouces de large. Un pneu peut facilement s'insérer là-dedans. Puis, à un moment donné, donner une bifurcation. On peut vous donner suite le mois prochain. C'est pas déjà fait avec le directeur. C'est à quelle hauteur? C'est entre Orchidée et Saint-Jérôme. Mais il y a 2 grandes sections qui ont été identifiées qui veulent refaire au complet. Ce n'est pas ces 2-là, c'est les autres. Si vous vous promenez dans ce secteur-là, vous allez voir des identifications ponctuelles à la peinture blanche. C'est ceux-là. Donc, J'ai 3 conseillères qui sont à l'affût. Vous aurez fort probablement votre réponse avant le prochain conseil. Avant les neiges. On pourrait échanger. Moi, c'est surtout pas une réponse, c'est une intervention. S'il y a lieu. Ça fait partie de la surface qu'on se questionnait. C'est celle-là. C'est entre de l'Ambre. Le segment là, pour lequel on a un règlement d'emprunt, c'est entre rue de l'Ambre à Mirabel et les limites de Saint-Jérôme. C'est ça. La fameuse rue La Montagne. C'est en plein ça. C'est ce secteur-là. C'est la section avec laquelle notre règlement d'emprunt, on s'est questionné à savoir si... Ça couvrait ce secteur-là. Ouais. Bon, en tout cas, mais quand même, félicitations pour les interventions qui ont été faites. J'espérais que les interventions
se poursuivre. Merci. Merci, M. Bélanger. Si vous voulez, M. Bélanger, on va échanger nos courriels, puis je vous ferai un compte-rendu par la suite, là. C'est bon? Merci. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Justin Bérubé, rue Desjardins, concernant le Dodon. Bien, merci beaucoup. Non, donc, oui, c'est parfait. C'est vraiment l'intermédiaire entre la rue des Patriotes puis les petits Dodons en plastique là, qui étaient tout arrachés. Là. Donc, un gros problème de régler me concernant. Même il y a une voisine qui m'a dit, hey, c'est le fun, ça? Ben, il dit, pas moi, il faut dire ça, c'est au conseil de ville. Mais vous avez quand même fait, 6 ans, 7 ans de revendication. C'est longtemps. Donc, on s'est connus à mes débuts en politique municipale, je crois. Même j'avais déjà dit à ceux qui étaient avant, que j'ai dit, c'est-tu mieux dire on devrait agir avant qu'arrive un accident ou on aurait dû agir avant l'accident? Tu sais? Là, au moins, dossier réglé, nous en sommes bien fiers. On va peut-être tomber sur d'autres choses après, là, mais... Mais moi, je vous souhaite surtout un peu de paix. Hein? Avant que ça arrive, je souhaite un peu de paix. Oh oui, écoute, ça ralentit. Parfait. Là. Tu sais, c'est pas trop... comment je dirais ça? C'est pas trop... prononcé. Quelqu'un qui roule normalement, là, ça aurait juste un petit peu... C'était l'objectif. Hein, on voulait les faire afin qu'on conserve une fluidité puis une vitesse respectable dans les quartiers résidentiels. Donc moi, je les ai pas empruntés encore, là, mais... Dans d'autres villes, si on roule 30 km/h, on n'a pas besoin de toucher les freins. Des commentaires que j'ai eus, 30, ça dépend du véhicule. Mais si c'est 25, 30, puis qu'on n'est pas obligé, on se limite sur les freins, pour nous, l'objectif est accompli. Dans les dos-d'âne temporaires, les bosses de ralentissement temporaire, ce que ça générait, c'était une vitesse. On ralentissait à 5-10 km/h, tac, tac, puis les gens repartaient aussi vite. Ce qu'on veut générer, c'est que les gens roulent à 30, toujours le plus longtemps possible sur le territoire, en s'arrêtant le moins possible. Ça, c'est notre mission. Puis on a commencé par enlever certains stops sur le territoire, à réaliser des bosses de ralentissement. Puis j'ai l'espoir que dans les prochaines années, on accélère le rythme pour arriver à cet objectif-là. Puis moi, je l'essaye à 30, c'est correct. Parfait. Excellent. Merci. Merci beaucoup, M. Bérubé. J'espère que vous n'avez pas fait 30 de votre entrée personnelle au dos-d'âne parce que vous avez un véhicule, ça prend un véhicule sport assez intense. Oui, non, je l'ai pas. Quand j'étais jeune, oui, là, mais plus à ce temps. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, ça prend un proposeur pour clore cette belle assemblée municipale. Il est juste 20h41. Oui, on serait rentré dans nos temps avec le PTI. Je propose la levée de l'Assemblée. Merci, Mme Lapointe. Donc, c'est unanime, M. Laurent Taillefer. Un appuyeur unanime, s'il vous plaît. Daniel Dorèche appuiera la clôture. Merci beaucoup.